Heureux de vous retrouver dans la seconde partie du JDS, au journal dimanche au soir, et c'est bien la partie débat. À l'occasion du 3e anniversaire du MPSR2, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est prêté à un exercice, celui d'échange direct avec des journalistes. Ils étaient au nombre de 10 et c'était le dimanche 28 septembre dernier. Et à ce rendez-vous intitulé 90 minutes face à la presse, le chef de l'État a livré sa lecture des grandes questions du moment. Il a abordé plusieurs thématiques clés: défense, sécurité, politique, société, économie, développement, et à cela s'ajoute aussi la question de diplomatie et l'alliance des États du Sahel, sans oublier les questions de géopolitique régionale et internationale. On va jeter un regard sur ces 90 minutes d'échange avec le président du Faso en 52 minutes sur ce plateau, puisque c'est le temps que durent nos échanges, et cela se fait avec des invités que je m'en vais vous présenter. Nous sommes avec Maître Benewende Sankara, avocat, et pour le visage qu'on connaît, ancien ministre aussi de l'Habitat. Bonsoir, maître. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Simon Kaboré. Il est le secrétaire à la planification de la CDRP, entendez, Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie. Bonsoir. Bonjour, frère. Voilà, j'ai le plaisir de vous avoir. Et on termine par Labidi Naba, qui est le porte-parole de Faso Cause. Bonsoir. Bonsoir, camarade Vaha, et bonsoir à tous. Un entretien qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt, une dizaine de journalistes face au président du Faso. Les questions ont été plurielles et transversales pour ce qui est de la vie de la nation et aussi évidemment du monde en général. Quel a été votre regard de façon générale sur l'entretien, dans les postures que le président a eues? Était-il à l'aise? C'est quelqu'un qu'on connaît aussi pour son franc-parler. Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien de façon générale, avant de venir sur certaines questions de façon précise? On va commencer par vous, Labidi Naba. Merci beaucoup. Il faut dire que le grand interview qu'a donné le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, à une dizaine de journalistes, nationaux comme internationaux, a été un exercice pour nous qui a été impeccable, au point sur le plan justement de la constance, car le camarade président justement à répondre aux questions sans embâche. Il ne fait pas dans le saupoudrage politico-politicien. Le langage est direct et clair, même si pour certains ça ne s'aligne pas avec le politiquement correct, c'est-à-dire le politiquement correct. Le chef de l'État n'a pas aussi, ou du moins les journalistes ont eu à poser des questions, souvent même des questions que l'on pourrait penser frustrantes, mais le chef de l'État est resté tel et a apporté la lumière sur un nombre de questions sur plusieurs plans, voilà, que ce soit au plan militaire, au plan du développement, au plan de la souveraineté, au plan de la diplomatie. Le chef de l'État est resté constant, vous l'avez dit, sans langue de bois, dans un franc-parler, ce qui nous a permis justement de recharger encore nos batteries et de pouvoir avoir des éléments venant du haut sommet pour continuer notre guerre communicationnelle. D'accord. Simon Kaboré, le regard aussi général sur cet entretien-là. Okay. De manière générale, je dirais que le président a abordé les questions de manière sereine. Dès le départ, dans sa posture, je pense qu'il était prêt à recevoir toutes sortes de questions. Et la première question qui lui a été posée pouvait être la question qui fâchait le plus. Il n'y a pas eu de round d'observation. On est allé directement sur cette question et il a répondu de manière honnête. Parce que ce que les gens oublient est que quand on a mal apprécié une situation, on peut admettre qu'on a mal apprécié et maintenant justifier sa réaction par rapport à ça. Maintenant, on n'apprécie pas sur la base de est-ce que tu as bien apprécié au départ, mais est-ce que quand tu as constaté, tu as réagi comme il faut. Et je pense que c'est d'entrée de jeu, il a montré effectivement qu'il était au-dessus du débat qui était mené.
Et comme d'habitude, avec lui, on a eu une autre dose de révélation et on a eu une autre dose de démonstration de patriotisme. Et bien sûr, on a eu une autre dose d'espoir avec l'albinos noir qui apparaîtra bientôt. D'accord. Donc c'est le tour de table pour, on va dire, la vie générale là-dessus. À vous, Maître Binouani Sankara. Oui, pour un aperçu d'ordre général, je dirais d'abord que c'est une très très bonne chose que le président, le chef de l'État, par cette tribune, communie avec son peuple et avec l'opinion aussi bien nationale qu'internationale. Et il faudrait vraiment s'en féliciter et aussi saluer la hauteur d'esprit des journalistes qui étaient là et qui ont porté, si vous voulez, des questionnements qui sont ceux de l'opinion de façon générale. Cela est extrêmement important parce qu'en 90 minutes, il est difficile de rentrer dans les détails, mais l'ensemble des orientations qui ont été abordées, ça a permis en tout cas de comprendre qu'en 3 années, donc nous sommes arrivés, nous sommes parvenus à une révolution progressiste, populaire, qui, bien sûr, est en train de dérouler l'ensemble de la vision, des perspectives en termes de développement, de sécurité, de diplomatie, et tout ce que vous voulez. Donc, moi, je voudrais simplement dire que cette initiative-là, il faut simplement la saluer. D'accord. Je vais rester avec vous, Maître Binouani Sankara. Il y a ce qu'énumérait tout à l'heure Simon Kaboré. Il n'y a pas eu de round d'observation. La première question, ça a été le rappel de son annonce de régler le problème en 3 mois. Il dit lui-même, il y a la question de l'adversité, il y a les forces étrangères, la guerre entretenue, le défaut d'armement, d'effectifs, qui ont été les entraves, en tout cas, à l'évolution rapide de la riposte. C'est l'acceptation qu'on n'a pas forcément... On a dit quelque chose, mais on n'a pas forcément pris toute la mesure, ou comment vous l'interprétez? Non, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État répond à cette question. Ce n'est pas la première fois. Je me souviens, il a déjà eu à dire dans son honnêteté et dans sa franchise qu'effectivement, nous l'avons dit en 3 mois, mais c'était sans compter avec la réalité du pouvoir. Une fois que cela est compris, ça veut dire que le chef de l'État n'a pas voulu duper avec son peuple. Il a été clair pour dire en 3 mois, ce n'est pas possible. Et je pense que notre peuple a compris cela en lui donnant aussi les pleins pouvoirs pour travailler, d'abord à redresser, à structurer, à s'équiper. Et vous aurez remarqué que ça a été l'un des premiers piliers de combat du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc je pense que c'est chercher la bête noire de pousser un rasé, comme on le dit, que de revenir sur cette question-là. Moi, je pense que il avait déjà répondu. Ce pays a été tellement affecté et même infecté que ce n'est pas en 3 mois véritablement qu'on peut, à travers une certaine catharsis, poser la thérapeutique attendue par les populations burkinabées. Tout à l'heure, Simon, vous disiez, Kaboré, vous disiez que on a eu toutes les doses possibles, c'est dire que la question du réalisme, mais aussi de l'optimisme qui est partagé. En même temps qu'il dit qu'il y a une adversité, il y a des éléments qui sont factuels auxquels il fallait répondre. L'effectif qui n'était pas forcément le plus intéressant, la question de l'équipement, et puis en interne même les problèmes qu'il y avait. Mais derrière, il dit l'armée burkinabé est la plus résiliente au monde. La guerre va finir très vite. En même temps, il y a un optimisme qu'il partage. Quand vous regardez, vous vous dites quoi? C'est un chef de l'État qui arrive quand même à communiquer dans la détresse dans laquelle on est forcément quelque chose, un genre d'espoir. Oui, je pense que c'est le côté leader
du président Ibrahim Traoré, qui allume toujours cet espoir depuis ses premières déclarations au moment du coup d'État. Et ces premières déclarations, ça donnait automatiquement de l'espoir. Les gens ne le connaissaient pas, on ne le connaissait pas, mais ce sont ces premiers mots qui ont amené les gens à adhérer à la personne. Et je pense que depuis lors, il n'est pas dans un optimisme béat, il est dans un optimisme réaliste. Il dit toujours, voilà les éléments sur lesquels je m'appuie et qui montrent qu'il y a de l'espoir. Et tu sens qu'il travaille pour cet espoir. Il ne fait pas des vœux pieux, mais il travaille et quand quelqu'un travaille à produire des résultats, quand la personne vous dit de croire et donne de l'optimisme, vous croyez effectivement. Il a parlé de l'armement. Effectivement, il a même donné à peu près, c'est évident qu'il ne peut pas donner les chiffres exacts, mais il a dit à peu près ce qu'il a trouvé. Et il a avoué, on ne voyait pas les armes sur le terrain, mais on pensait que les armes étaient là, mais qu'on n'en voyait pas sur le terrain. Il était loin d'imaginer qu'on n'avait même pas d'armement et qu'il fallait maintenant acheter pendant qu'ils sont là. Et au moment où ils veulent acheter, on découvre que il y a des gens qui se disent droits de l'homme, qui se disent nos amis et tout ça, qui bloquent les achats d'armement. C'était difficile, c'était impensable que des gens qui pensent qu'ils veulent vous aider vous empêchent de payer des armes pour vous défendre contre des gens qui vous tuent. Des gens qui disent qu'ils sont des mouvements des droits de l'homme et qu'ils sont des promoteurs des droits humains, qui voient pas mal des femmes, des enfants qu'on tue, des êtres humains qu'on égorge et qui bloquent un pays pour qu'ils ne s'arment pas pour défendre. C'était difficile d'imaginer et comme Maître l'a dit, c'est dans la réalité du maintenant en position de chef d'État qu'il a vu effectivement jusqu'où pouvait aller la méchanceté effectivement des relations internationales, mais heureusement il a su s'adapter et comme il a dit aussi, l'ennemi mue tout le temps, mais l'armée aussi se réadapte. C'est pour ça qu'il dit l'armée burkinabé est une armée résiliente parce que quelle que soit la variation, on est passé de ces pauvres communautés qu'on instrumentalisait à maintenant comment on appelle, des mercenaires étrangers qui viennent. On est parti de ces simples fusils à maintenant des drones, mais l'armée s'adapte et je pense que c'est pour ça qu'elle dit c'est une armée résiliente à tous les niveaux. Et quand vous avez une armée résiliente, effectivement, et un président engagé, l'espoir est vraiment permis. C'est vrai que les échanges sur le secteur de la sécurité ont duré en gros 20 minutes, mais il y avait une question qui revient aussi souvent, qui attaque le Burkina? Et le président qui répond, c'est une bataille pour des ressources. De façon succincte, c'est ce qu'il dit, c'est une bataille pour des ressources et que c'est une guerre d'indépendance. Le président, c'est pas la première fois qu'il revient là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du saupoudrage. Derrière, il ne faut pas se leurrer. C'est d'abord une guerre d'intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Et il faut mettre justement cette bonne perception de la situation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dans la même logique de ce que dès son arrivée au pouvoir, il a, le camarade maître Béné Oende venait de le dire, fait une bonne thérapie de la situation. Et donc, cette thérapie a permis justement de situer certaines responsabilités, de caractériser certaines actions, et il faut rappeler que c'est un soldat. C'est un soldat qui était au front, donc qui comprend un certain nombre de choses, d'entraves, et justement qui connaît aussi l'engagement des hommes sur le terrain et leur manque. Et tout de suite, toutes ces interrogations menées a permis, de toute façon nous on le criait, a permis d'indexer de façon claire l'ennemi. Si dans l'interview il n'a pas prononcé la France, dans d'autres échanges avec nous ou avec d'autres corporations,
l'indexation a été claire. Donc, l'oligarchie exploiteuse et corrompue dont le chef de file est la France, qui se présente comme notre ami et par derrière entretient ce mal-là, devrait voir ce cordon coupé de façon radicale. Comme Thomas Sankara le disait, mais le cordon entre l'impérialisme et notre pays, il faut l'ablater avec une hache de façon brutale. Donc, c'est ce qu'il a pu faire, mais suite à un diagnostic sérieux, un diagnostic politico-scientifique, diplomatique clair, qui a permis justement de prendre cette décision. Et dès lors, de propulser le Burkina Faso sur les rails qui vont lui permettre aisément d'aller vers les pays, les vrais pays amis, ceux qui peuvent justement dans une collaboration nous apporter un soutien, donc d'égal à égal, et puis aussi de pouvoir remobiliser les hommes sur le terrain pour le combat. D'accord. Mais Benoît Sankara, c'est une question quand même qui est assez principale, hein, qui attaque le Burkina. À partir du moment où on a une claire lecture de la chose, je pense que la réponse peut, pour moi aussi, être très intéressante. Pendant longtemps, on a plutôt vu ce terrorisme-là qui a été plus, interprété comme étant des questions religieuses beaucoup plus. On a souvent eu cette approche-là. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est très différent. Il parle même de guerre d'indépendance, parce que pour lui, c'est à un autre niveau. Est-ce que c'est pas là aussi qu'on a péché pendant longtemps, à ne pas se dire la vérité sur ce qui est en train de se passer de façon claire? Alors, je crois que pendant longtemps, au nom de la démocratie institutionnelle et électoraliste, nous avons beaucoup plus eu, depuis qu'on a renoué en 1991 avec la Constitution, si vous vous rappelez, ça a été dicté par la Baule, c'est-à-dire par la France. Et moyennant quoi? Moyennant une certaine façon de nous caporaliser, c'est-à-dire de nous dominer au plan économique, au plan militaire, et tout ce que vous voulez, par ces accords-là qu'on n'a pas pu dénoncer. Et la politique de rupture qui est intervenue et qui a consisté à dire nous avons une vision d'indépendance, de souveraineté, de redonner à notre peuple sa vraie liberté, eh bien, ça a eu pour conséquence de dénoncer d'abord ce qui nous maintenait, ce qui nous liait dans ce carcan, j'allais dire, de néocolonialisme qui est une autre forme d'esclavage de temps moderne. C'est-à-dire prendre l'ensemble des ressources que le Burkina Faso et les autres pays de l'AES disposent, les utiliser à bon escient et ne laisser que des miettes à nos populations. C'est cela qui amène les dirigeants d'aujourd'hui à parler de souveraineté. Parce qu'un peuple souverain dispose de tout. Au-delà même de son indépendance, il s'assume. Donc, pendant longtemps, cette politique diplomatique timide a laissé une espèce de soumission donc, de l'État à ses exploiteurs, principalement la France et ses alliés. Et quand on regarde la façon dont le monde est organisé, avec ces organisations-là, eh bien, il est évident que nous avons quitté un carcan il y a 100 ans où on parlait d'esclavagisme. Ensuite, on a parlé d'indépendance, mais en réalité, c'était de la façade. Et on est tombé dans une forme d'exploitation qui se voulait plus ou moins douce, mais pernicieuse, en ce sens que vous ne disposez de rien et vous restez pays pauvre, arriéré. Quand on classait le Burkina Faso, il faisait partie, avec le Niger, le Mali, des derniers pays les plus pauvres de la planète. Mais en termes de ressources, tout le monde le connaît,
que nous régorgeons de ressources minières, même pétrolières et tout ce que vous voulez, pour être riches. Alors, la question c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons de nos richesses. Il faut d'abord prendre ses responsabilités, s'assumer, être des dirigeants capables d'orienter votre population vers son destin, et c'est ce que nous voyons depuis le 30 septembre 2022 avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. D'accord. Il y a aussi la question de la récurrence des tentatives de coup d'État. Le président donne une réponse, il dit « Je n'ai pas peur, j'ai confiance en mon peuple ». Vous souriez, mais quand on regarde, avec le journaliste, ils l'ont asséné à plusieurs fois, à plusieurs reprises. C'est comme, est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous n'avez pas peur? Parce que le combat que vous menez, c'est clair que les ennemis, vous allez vous en faire. Il dit, je n'ai pas peur, j'ai confiance en mon peuple. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Bon, je pense que, comme le camarade Labidi disait, c'est un soldat avant tout. Et on entend souvent ces faits de guerre. Et quand il était sur le terrain, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur d'aller à fond contre l'ennemi. Je ne pense pas que c'est en tant que chef d'État qu'il va avoir peur. Et je pense que ce qu'il fait beaucoup plus, il comprend que si on déstabilise le régime actuel, c'est le pays qui bascule dans des années en arrière, et peut-être qu'on ne se retrouvera plus. Et il fait ce qu'il faut pour, en tout cas, protéger, pas se protéger lui en tant qu'individu, mais protéger le dispositif et le système qui est en place pour sortir le pays de la situation. Et c'est assez compliqué parce que, et comme quelqu'un l'a dit, notre pays, on était tellement plongé à la merci de ces bras impérialistes que tous les milieux étaient inféodés. Et dans l'esprit, effectivement, de beaucoup de Burkinabés, on servait plus un autre pays que son propre pays. Beaucoup de gens se voyaient beaucoup plus servir la France que servir son pays. Et comme le chef de l'État même l'a dit, il y a des officiers qui sont formés. Si vous êtes formé par la France, vous servez en premier lieu la France avant de servir votre pays. Donc si vous avez une armée où beaucoup de gens comme ça ont été formés pour obéir d'abord à la France avant d'obéir à leur pays, effectivement, quand vous arrivez et vous réformez et vous voulez une vraie souveraineté où les intérêts des Français sont menacés, effectivement, ces valets locaux vont certainement réagir et tout faire pour briser, arrêter la chaîne. Mais je pense qu'il était conscient dès le départ parce que à certaines interviews, il a dit, et nous nous inspirons de Thomas Sankara, et nous faisons attention à des erreurs qu'il y a eu à l'époque, et nous travaillons à ce que ces erreurs ne se répètent pas. Voilà. Donc je pense qu'il y a tout cela, et il y a le gros travail effectivement abattu par l'ANR, qui est vraiment la cheville ouvrière, qui fait que je pense que on gagne du terrain. Et quand il dit qu'il fait confiance à son peuple aussi, c'est quoi? On retourne facilement les gens quand les gens ne sont pas idéologiquement bien formés, si les gens n'ont pas cette conscience patriotique. C'est très facile de retourner quelqu'un. Mais quand parmi les gens ont cette conviction, et c'est pour ça qu'il a dit les militaires maintenant sont formés ici. Si parmi les gens maintenant ont cette conviction, il y a très peu de chances d'avoir des complices pour faire un coup d'État. Et dès que tu commences à faire un coup d'État, c'est difficile que tu fasses un coup d'État dans un cercle hermétiquement fermé, sans que quand même tu sois obligé de toucher quelques personnes. Dès que tu vas aller au-delà d'une certaine sphère, il y aura toujours un patriote qui va réagir et signaler qu'il y a quelque chose. Et là, je pense que c'est là qui fait que le chef de l'État a confiance, et on voit les mobilisations et tout azimut qui continuent au niveau du pays sous l'impulsion de Faso Cause et les autres leaders du Wayigna, qui montrent qu'effectivement, si tu viens aujourd'hui à vouloir faire un coup d'État, tu ne pourras jamais gouverner ce pays. Et je pense que
ça donne beaucoup à réfléchir à plus d'un. D'accord. Je vais venir vers l'Abidi. Il y a aussi eu des éléments d'éclaircissement que certains voulaient avoir sur justement la révolution populaire progressiste. Et le président qui dit, il se refuse à donner toute licence. Alors que on attend aussi beaucoup de critiques. Cette révolution populaire progressiste là, c'est quoi? Est-ce qu'on a couché quelque chose pour qu'on ait l'idéologie, la logique qui soutient l'idée, pour que ce soit mieux compris? Mais le président qui dit non, on ne va pas tout donner, on va donner les grandes lignes, parce que sinon ça peut servir l'ennemi. Oui, nous pensons que le chef de l'État a bien dit et il a bien vu. Il a vu juste. Vous savez, l'impérialisme et les servants locaux ne tariront d'efforts pour arrêter cette marche glorieuse du peuple burkinabé autour de son leader, pour son émancipation, pour la construction véritable de notre développement. La révolution progressiste populaire, le chef de l'État l'a bien dit, il dit qu'il ne dira pas tout, au risque justement que ça soit utilisé par ceux d'en face pour nous déstabiliser. Mais il y a quelques jours passés, le ministre, le camarade ministre de la Communication disait, et bien avant lui, l'ex-premier camarade premier ministre, Maître Tchelem de Tambela, disait que notre révolution est le parachèvement de la révolution démocratique et populaire. Le camarade ministre de la Communication disait que la révolution progressiste populaire est le prolongement de la révolution démocratique et populaire. Ça veut dire qu'on a déjà du contenu. Et ce sont les actions qui font aussi les révolutions. Vous savez, toute révolution est singulière. Le camarade capitaine Thomas Sankara l'avait dit. Et pour le Burkina Faso, je pense que même pour la révolution démocratique et populaire, il n'y avait pas un manifeste de façon assez claire. Mais aujourd'hui, tout le monde s'y réfère par les actes qui sont posés dans la gouvernance du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Donc, nous soutenons, et au sommet de l'État, il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment découvertes, comme les uns et les autres l'ont souligné ici par rapport aux 3 mois. Il faut dire que par rapport aussi à l'idéologie dans laquelle nous sommes en train de dérouler nos actions, il y a bien de choses qu'il faut garder au frigo afin justement de surprendre l'ennemi d'en face qui est toujours en train de travailler pour justement nous déstabiliser. Maître Benimoudi, est-ce que vous partagez cette prudence-là? Bon, j'avoue que je n'ai pas compris en réalité la pertinence de la question du journaliste. D'accord. C'est d'autant plus que tout a été dit en réalité sur le contenu. Comme il essaie de le dire le camarade Nava, les révolutions viennent de par le monde, ne se ressemblent pas, mais ont un lien commun qui est la transformation radicale et structurelle d'une société. Et les sociétés ne sont pas les mêmes. Donc, si vous remontez à la Haute-Volta de 1983, au Burkina Faso de 2025, il y a eu beaucoup d'évolutions. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le net a eu une grande place au sein de la jeunesse. Les moyens de communication ne sont plus comme il y a 50 ans. Mais pour revenir à ce que le chef de l'État a dit, en disant qu'on ne dévoile pas tout. Vous savez, moi je suis du parti où le symbole c'était l'œuf. C'était pour dire qu'il fallait être extrêmement prudent, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier au risque de les casser.
Mais il y a les fondamentaux de la révolution. Il a déjà proclamé que, d'abord, nous sommes en révolution, ça c'est important, et toutes les révolutions ont les mêmes fondamentaux. Il a ensuite déclaré que le discours d'orientation politique du 2 octobre, que Thomas Sankara a utilisé comme, si vous voulez, contenu de sa révolution démocratique et populaire, est d'actualité, quitte à ce qu'on l'adapte aux réalités actuelles. Voyez-vous, par exemple, on est revenu sur la devise du pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est extrêmement important pour ce pays-là dans l'engagement de toutes les populations au même rythme, d'avoir le même patriotisme, avec comme corollaire, vous avez vu le second discours qui a suivi, c'est celui qui portait sur les journées d'engagement patriotique du 2 au 16 octobre. Donc vous voyez que ce menu-là, quelque part, c'est le contenu idéologique qu'on essaie d'expliquer aux Burkinabés sans rentrer dans les détails. Mais avec la révolution, on dit généralement c'est la théorie, mais aussi la pratique. Et il faut le leadership. C'est-à-dire, avant, on peut parler de parti avant-gardiste. Ici, notre avant-garde, là, c'est qui? C'est le chef de l'État qui a la confiance de l'ensemble des populations. Donc, moi, je pense que d'ailleurs, il a terminé en disant qu'il faut respecter l'idéologie des dirigeants actuels. Respecter l'idéologie des dirigeants actuels. C'est quoi? C'est la reconversion des mentalités pour aller à la cadence de la révolution progressiste et populaire. Donc pour moi, ce n'est pas des questions qui se posent en termes, j'allais dire, ce n'est pas évasif. Okay. Mais d'un point de vue tactique et de la stratégie de conduire son mouvement, c'est lui qui sait où il met les pieds. Donc il ne peut pas vous dire tout de suite, et maintenant connaissant les obstacles et l'ennemi d'en face, où je mets les pieds. Et là, il a été prudent. D'accord. On va évoluer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions. Hein. Il y a l'économie aussi, sur laquelle il est revenu. Il a dit clairement quels sont les choix du Burkina, avec compter sur les ressources propres. Il a parlé du secteur des mines. On va aller sur, comment on appelle cela, un contrôle, en tout cas étatique, plus fort. On ne va pas se contenter des 10% qu'on avait avant. C'est des éléments qu'il a donnés en termes de réponse. Mais il est revenu aussi sur le dialogue, par exemple, gouvernement-syndicat. Et là-dessus, il a dit que le syndicalisme importé dans un pays en guerre, ça ne marche pas. Le président le connaît pour, en tout cas, sa franchise sur ces éléments. Et au départ, c'est vrai, il a dit même, comme avec les journalistes, pour les syndicats, c'était un peu coincé. Mais il y a un syndicalisme qui doit aller aussi avec le contexte dans lequel on est et savoir pour qui on roule, c'est pour le Burkina ou pas. Et qu'est-ce que cela vous évoque? Je pense qu'il est resté logique dans ce qu'il pense effectivement et c'est tout cela qui révèle, en réalité, pour revenir sur l'autre question, ce qu'il entend par la révolution démocratique et la révolution démocratique progressiste, la révolution progressiste populaire. Parce que pourquoi il dit ça? Parce qu'on était dans un schéma d'avant où on avait des caricatures dans la scène. Il y a un pouvoir en place, il y a des partis dits d'opposition, il y a de la société civile, il y a des syndicats, et tous ces acteurs faisaient vivre la vie politique, la vie nationale en s'envoyant des flèches. Et plus vous faites la bagarre, plus vous rentrez dedans, et plus on dit que la démocratie est réelle, est vivace. Mais au contraire, vous passez le temps à vous chamailler et à vous préoccuper des détails que de vous préoccuper de l'essentiel. Et en fait, il dit quoi? Ça dit, ce qu'il est en train de dire, et il a même donné des exemples. Le syndicalisme qui était fait avant, c'est comme si on partait du principe que ceux qui sont au pouvoir sont inconscients et sont des violeurs des droits
des travailleurs. Donc, il faut aller à l'affrontement. Mais si, par exemple, vous avez un pouvoir en place dont la préoccupation des populations, des travailleurs, fait partie de leur premier souci, qu'ils aient eux-mêmes l'initiative, comme il l'a montré avec la brigade verte de la mairie et d'autres cas, où c'est le gouvernement même qui va chercher à résoudre les problèmes des travailleurs. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer dans une logique d'affrontement? Surtout qu'on est dans un niveau, à un moment où on est attaqué par un ennemi externe. Pourquoi est-ce que, malgré la bonne volonté, la démonstration de l'empathie et de la solidarité gouvernementale, il faut forcément encore un syndicat qui tire sur l'ambulance? Je pense que c'est ça qu'il a essayé de faire. Et ça a été le même problème avec les journalistes. C'est vrai que la démocratie, ce n'est pas forcément la liberté d'expression, ce n'est pas forcément écrire pour discréditer un pouvoir, alors que ce pouvoir se bat pour sauvegarder l'intégrité territoriale, pour sauvegarder la sécurité de tous. Ce n'est pas en ce moment que vous êtes obligé d'écrire pour... Et on a toujours trouvé ça bizarre. On s'est dit, mais voilà par exemple un ennemi qui vous attaque, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas comment il est financé, et vous avez des grands journalistes investigateurs qui n'investiguent pas pour vous dire qui vous attaque, qui n'investiguent pas pour dire comment ces gens-là sont financés, mais qui investiguent pour affaiblir celui qui vous défend. On s'est toujours dit, mais vous jouez pour quelqu'un. Donc je pense que ce sont ces paradoxes, ces amalgames, effectivement, qui a été un front sur lequel peut-être qui justifie aussi, parce que je pense qu'il a dit à demi-mot, ce sont tous ces éléments qui ont freiné l'élan de la lutte au départ. Ils étaient obligés de s'arrêter pour calmer tous ces acteurs. Il a dit qu'il a discuté avec eux. Il a essayé de leur faire comprendre, voilà où maintenant nous voulons aller. Mais les gens sont partis. Ils sont revenus toujours avec de l'agressivité. Ils étaient obligés, pendant qu'il faut se battre contre l'ennemi extérieur, d'ouvrir un front à l'interne aussi, pour pouvoir un peu calmer tout ça, avant de pouvoir continuer. Et je pense que c'est tout le mérite de MPSR2 d'avoir réussi la lutte sur ces deux fronts, intérieur et extérieur. C'est vrai que le politique aussi, il y a eu la question concernant le politique, et quelle était la place du politique dans la révolution. Et le président qui a dit, si c'est la politique comme on la connaissait, elle n'a pas sa place dans la révolution. Et il a été clair, la politique en Afrique, on l'a souvent perçue comme la duperie, la tromperie. Et quand on dit, pour dire de quelqu'un qui n'est pas correct, on dit c'est un politicien. Bon, vous êtes la pourri. Voilà, vous êtes la grande casquette politique sur le plateau. Ah si, c'est une triste réalité. Oui. Un pays comme le Burkina qui a plus de 300 partis politiques. Je pense déjà sur ce plateau, j'ai eu à donner un témoignage sur quelqu'un qui a créé un parti pour lui-même. Il en a créé pour son premier fils et il en a créé pour sa femme. Donc, si vous le trouvez à faire de la politique de cette manière-là, souffrez qu'on dise que c'est de la pourriture. C'est-à-dire que ce n'est plus l'essence de la politique qui, au départ, se voulait noble. Parce que la politique, c'est travailler à gouverner la cité, mais sur des bases saines, de dignité, parce qu'on lutte, on mène un combat pour ces populations. Malheureusement, au fil du temps, la politique s'est dévoyée de sa mission. C'est tout comme le syndicalisme. Le syndicalisme est né avec l'idée qui est que l'exploitation de l'homme par l'homme doit cesser. Mais on s'est rendu compte que c'est les mêmes acteurs en politique qui deviennent en réalité les vrais exploiteurs de l'homme. Donc la politique n'avait plus sa raison d'être. Et si la société s'est gangrénée avec une mauvaise gouvernance, avec la corruption, avec tout ce qu'on connaît comme magouille, avec par exemple ces contrats
qu'on a accepté avec des puissances néocoloniales, quelque part, on a sacrifié la politique sur l'autel des intérêts personnels et individuels. Donc la politique n'a plus sa raison d'être. Donc j'ai compris que depuis fort longtemps, il y a une certaine société, une certaine classe, notamment de la jeunesse, qui dit, eh bien, il faut changer de paradigme et une nouvelle vision de voir. Et ce n'est pas seulement le Burkina, à travers le monde, quand on regarde justement que la politique a changé de nature et est devenue, si vous voulez, à une nature hideuse. Maintenant, les changements, la gouvernance, ce qu'il faut faire en termes de révolution, c'est de, c'est de revenir et de faire chaque pas avec le peuple, comme Thomas Sankara le disait. C'est la meilleure façon de faire la politique. Avancer avec son peuple, mener les mêmes combats avec son peuple, n'est pas le trahir. C'est ça la meilleure politique. Et cette politique ne se fait pas forcément à travers les urnes, à travers des élections. Ça se fait en termes d'action concrète en faveur des populations. Et c'est ce que nous constatons à travers les mesures qui sont prises depuis les 3 années. D'accord. Il y a aussi les questions de diplomatie. Il y a eu l'AES. Sur l'AES, par exemple, le président qui disait que l'AES se porte bien. Et pour s'en rendre compte, il faut demander même aux populations. Et c'est le meilleur baromètre. Mais en même temps, il y avait la question, je pense, de la participation du Niger à une rencontre des armées. Je pense que c'était CEDEAO. Il a dit que c'est une confédération. Ce n'est pas une fédération et que chacun était libre. L'Abdi Naba, c'est vrai que quand on parle de l'AES, on s'entend sur la question de la CEDEAO par exemple et la participation à certaines de ces instances-là, une rupture. Et quand on a écouté le président qui a dit c'est une confédération, ce n'est pas une fédération, bon, ça pose pas de problème? Non, là encore, c'est le franc-parler qui a parlé. Bon, d'abord, je vais répondre à cette question. Je ne vais pas revenir en arrière parce qu'on a un timing. Sinon, sur la question des politiques et des syndicats. Il n'y a pas de souci, parce que je vous ai pas interrogé là-dessus. Voilà, donc il faut dire, comme le camarade Maître Benouende l'a souligné, je pense que nous, Burkinabés, nous devons comprendre une chose. Et dans beaucoup de pays d'Africains, les citoyens doivent comprendre une chose. Nous sommes en lutte pour notre identité, pour la prospérité de la postérité. Et ça, l'Occident, depuis qu'on a rencontré l'Occident, ils nous ont condamnés à être des dominés. Et donc, tous les référentiels qu'ils nous envoient, c'est pour permettre cela. Nous devons avoir comme parti politique le Burkina Faso. C'est pourquoi la révolution fait bien. Et elle arrive à embarquer d'ailleurs toutes les personnes de toutes corporations anciennes confondues. Ceux qui sont là dans notre corporation, et le camarade Simon l'a souligné, et au niveau des Wanya et tout, mais il y en avait qui étaient dans des partis politiques. Si nous n'avons pas milité dans des partis politiques, il faut savoir qu'il y en avait qui étaient dans des partis politiques. Mais aujourd'hui, qui se sont rendus compte que voici la voie que nous devons tous emprunter pour libérer véritablement notre pays, pour construire notre pays. Sur le syndicalisme, mais attendez, les syndicats, le chef de l'État l'a dit, mais le syndicalisme, ce n'est pas de lutter pour avoir des postes. Non, le syndicalisme, si on peut le définir, c'est bien sûr de pouvoir exposer les préoccupations de sa corporation et d'attendre justement traitement au niveau du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on a vu en matière de syndicalisme au Burkina Faso? Sous le régime Roch, mais qu'est-ce que les syndicats n'ont pas fait pour bloquer justement la dynamique? Les mêmes syndicats qui avaient bloqué le circuit de paiement au niveau du trésor, mais qui se faisaient payer leur salaire, mais ont croulé beaucoup de mes semblables, beaucoup d'acteurs du secteur privé. On ne pouvait pas avoir justement de paiement,
nous ne pouvions pas justement faire face à nos obligations sociales, c'était dû aux syndicats. C'est du syndicalisme sauvage. Et ça, il faut l'abolir totalement. Et nous sommes en phase avec le chef de l'État quand il présente ce syndicalisme-là comme justement un mal pour notre société. D'accord. Donc, sur votre question... La question AES. Lorsque le président dit c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Oui, c'est une... mais là encore, j'ai dit, c'est un franc-parler qui dit tout. C'est une fédération, disons c'est une confédération qui va au souhait évoluer en confédération, mais en attendant, il peut avoir des rapports bilatéraux que chaque pays entretient avec d'autres pays de ce monde. Donc je pense que ça vient éclairer justement les Burkinabés, et c'est un message qui doit être relayé par tous les leaders de la société civile afin que nous puissions nous comprendre que sur certains aspects, nous pouvons aller ensemble, mais nous devons tolérer le Mali qui avance dans d'autres perspectives avec d'autres pays ou le Niger. Voilà, il ne faut pas que nous tombions justement dans la manipulation pour arrêter cette belle dynamique qui consiste justement à nous faire évoluer en confédération. Parce que la confédération, nous allons y arriver. D'accord. J'ai dit il y a eu diplomatie, AES, et il y a l'un des éléments aussi qui a beaucoup marqué, après ça fait aussi beaucoup de commentaires, c'est les frictions notamment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le président qui dit il n'y a pas de friction, c'est plutôt entre les dirigeants. Il a vraiment circonscrit les choses. Et puis il a confirmé aussi l'arrestation de 6 éléments des forces ivoiriennes. Et sur le rapport de la Côte d'Ivoire avec le terrorisme, la question de la base arrière, le président va même, il dit allons même un peu plus loin. Il flirte avec le terrorisme. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces passages? C'est un franc-parler. C'est vrai qu'il n'y a pas de gants. Et beaucoup diront en diplomatie il faut il faut un peu caresser les choses. Mais là il y allait direct. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie-là? Je vais commencer avec vous, Simon Kaboré. Pour ceux qui veulent que le président fasse de la diplomatie, je trouve ça souvent assez curieux. C'est comme quelqu'un qui vous étrangle et on vous dit soyez diplomate avec lui. C'est assez compliqué quand même, hein. Et je pense que l'autre posture que les gens ont voulu faire au départ, c'est de dire c'est le Burkina qui a commencé un peu à agresser la Côte d'Ivoire. Mais je pense que le président a été clair lors de l'interview. Il a dit quand il est venu, un des présidents qu'il a appelé quand même déjà en tout premier lieu, c'est le président ivoirien. Et ensuite son petit frère de la défense. Et le seul truc est qu'il voulait aller dans un sens qui n'était pas dans lui sa logique. Lui, il est venu pour la souveraineté de son pays. Il est venu pour affranchir son pays du terrorisme et de la tutelle impérialiste. Alors que de l'autre côté, ils sont les garants de la stabilité de cet ordre ancien-là, qu'ils veulent que ça persiste. Donc d'office, ils ne pouvaient pas s'entendre. Dès que ça s'est marqué, on a vu c'est eux qui hébergent tous ceux qui n'ont pas pu résister à la pression ici et qui fuient le Burkina partent s'installer là-dedans. Si vous êtes vraiment un pays frère, vous ne pouvez pas héberger ceux qui m'attaquent. Ça au moins c'est évident. Si vous êtes un pays frère, vous ne pouvez pas accepter que des gens quittent votre pays avec des armes, venir rentrer chez moi, m'attaquer et repartir. Et vous voulez que j'utilise quel langage diplomatique avec ça? C'est normal qu'il ait parlé vivement, parce que s'il avait utilisé un langage diplomatique, les gens allaient encore rentrer dans des suspicions. Est-ce que ça veut dire réellement ça? Non, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais il a préféré dire les choses telles qu'elles sont. Sankara avait dit, il faut appeler le chat par son nom. Un chat est un chat. Il n'y a pas autre manière de l'appeler, et c'est comme ça qu'on peut résoudre les problèmes. Il faut qu'aujourd'hui, et ce qu'il a dit, ce qui est vraiment dommage, c'est que
la population peut-être ivoirienne ne se rend pas compte aujourd'hui du danger qui les guette. Parce que comme le président l'a dit, il n'y a pas de logique que à la frontière du Burkina et entre la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, il y ait des terroristes qui attaquent les soldats burkinabés, mais n'attaquent pas les soldats ivoiriens. C'est pas logique. Ça veut dire effectivement il y a une complicité. Ça veut dire, quand on dit une complicité, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qu'on donne. Un genre de pacte, vous voulez dire? Des pactes. Et quand on dit, qui dit pacte dit quand même monnayage. Ça veut dire que le régime qui est en Côte d'Ivoire donne certainement quelque chose à ces gens. Nous avons vécu la même situation ici sous Blaise Compaoré, avec ce qui se passait au Mali. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Dès que Blaise a quitté, voilà que nous sommes attaqués. De la même manière, si par exemple le pacte qu'ils ont dit, c'est que le président a dit, dès qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire, ou simplement, supposons que par extraordinaire les élections à venir, que Alassane Ouattara n'est pas élu, ça veut dire que la Côte d'Ivoire va commencer à être attaquée. Le président Roch l'a dit ici, on est venu le voir et on a dit, il y a des véhicules qu'on avait payés pour nous. Maintenant, celui qui avait payé ça n'est pas là, c'est vous qui devez nous remettre ça. Lui, il a dit non, je ne peux pas remettre. Et après, les attaques ont commencé. Ça va être la même chose avec le successeur de Alassane Ouattara. On viendra lui dire, voilà, on nous payait tant. Donc, il faut que vous continuez. Si vous refusez, on va commencer à vous attaquer. Je n'arrive pas à comprendre que des pays aient comme politique de garder une épée de Damoclès sur leur tête. Hein? Et pour combien d'années? Pour combien d'années? Ça ne s'arrête jamais, de toutes les façons. Donc, je pense que c'est vraiment malheureux pour la Côte d'Ivoire d'avoir à leur tête aujourd'hui des gens qui, malgré l'expérience qu'ils ont pour d'autres pays, continuent à maintenir leur pays dans cet état. Et il utilise ça comme chantage pour son peuple. Dans son discours déclarant sa candidature, il a dit et c'est pour la stabilité que je reste. Si vous voulez qu'il y ait toujours la paix en Côte d'Ivoire, il faut que ça soit toujours moi. Ça veut dire qu'il a conscience qu'il a créé une situation qui fait que si lui, il bouge, la Côte d'Ivoire périclite. Et du coup, ça veut dire c'est un chantage qu'il fait en disant même si vous ne me voulez pas, laissez-moi sur place, sinon vous allez avoir chaud. D'accord, mais demandez sur cette question. Bon, moi j'ai seulement deux éléments. Hein. Je suis parfaitement d'accord avec ce que le camarade Simon a dit. Mais je voudrais d'abord sur l'AES dire avec force et conviction que l'AES est un espoir pour toute l'Afrique. Pas seulement pour les trois États. C'est-à-dire aujourd'hui la jeunesse africaine par rapport au panafricanisme et à l'intégration des peuples compte sur l'exemple que l'AES est en train de donner. Donc il ne faut pas échouer. Et je ne sais pas comment, mais en attendant, la prudence a voulu que nos chefs d'État aillent d'abord avec une confédération, quitte à évoluer. Mais c'est un exemple inédit qui interpelle tous les Africains. C'est pas pour rien ce que le président Ibrahim Traoré fait est tout de suite relayé par les autres États. Je ne parle pas en termes de pouvoir de régime, mais le vrai peuple africain. Secondo, je pense que parlant de la Côte d'Ivoire, de nos relations et tout ce qui s'ensuit, moi je note avec le président que nous avons toujours eu dans la sous-région des relations géographiques, historiques, qui font que nos populations sont en parfaite symbiose. Mais, effectivement, les politiques peuvent, à un moment donné, être contre les intérêts du Burkina. Je prends l'exemple de 2002. En 2002, quand le Burkina Faso a accepté d'être la base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire avec les rebelles, les conséquences aujourd'hui sont incalculables. Il y a eu combien de morts en Côte d'Ivoire?
Donc, moi je pense que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est fort de l'histoire et de ce qu'il nous lie, qu'il tire sur la sonnette d'alarme pour dire aux dirigeants ivoiriens, ne faites pas ce jeu-là, qui est contre-productif et qui aura des conséquences néfastes sur notre vivre ensemble. Sinon, quel intérêt avons-nous, Burkinabés, à mettre le feu en Côte d'Ivoire, si tant est que nous avons des millions et des millions de Burkinabés qui y vivent? C'est pas possible. Mais il ne faut pas mener une politique de division, une politique de manipulation, parce qu'on a des intérêts personnels à assouvir. Donc, je suis vraiment en phase avec cette déclaration, mais les peuples deviennent de plus en plus conscients et mûrs. Quand vous regardez, il y a des sillons qui ne trompent pas. Des Ivoiriens viennent ici pour donner des spectacles, je ne cite pas de nom, et vice-versa. C'est la preuve que nos populations ivoiriennes et burkinabés veulent vivre en parfaite symbiose et attendent que ces politiques-là facilitent justement cette intégration. D'accord, on est pratiquement à la fin, hein. Donc l'avenir n'a pas su les frictions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Oui, à ce niveau-là, il faut tout simplement dire que le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a donné, c'est-à-dire son message devrait être perçu comme un conseil. Mais malheureusement, c'est un conseil insoluble et imperceptible par des dirigeants qui ne sont que des laquais occidentaux. Quand on prend la Côte d'Ivoire et le Burkina en termes de rapport, où se trouve aujourd'hui le TAC? Il s'est volatilisé. En fait, le président ivoirien confond en fait sa mission de chef d'État et ses rapports individuels avec un homme qui l'a soutenu, Blaise Compaoré, qui l'a soutenu et qui a travaillé à ce qu'il arrive là où il est. Et donc, ces sortes de redevabilité-là, nous pensons que c'est incongru et qu'il doit beaucoup plus penser au rapport qui existe à l'unité des peuples de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, afin justement de réviser sa posture. Le chef de l'État a dit qu'il n'y a pas de problème entre les peuples. C'est entre les dirigeants de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et là, les faits sont justement notoires. Le camarade Simon en a cité certains. Blaise Compaoré lui-même est là-bas. Beaucoup de nos pourfendeurs communicationnels et d'autres même qui passent à l'action dans des participations pour la déstabilisation du Burkina Faso sont justement en gîte couvert en Côte d'Ivoire. On les voit ces derniers moments sur les médias avec les autres autorités de la Côte d'Ivoire. Tout est dit, mais qu'ils sachent, les peuples vont prendre justement leurs responsabilités au moment venu. D'accord. En tout cas, merci d'être resté avec nous pour ces 52 minutes à décrypter les 90 minutes face à la presse. Le président du Faso qui était face à la dizaine de journalistes. C'est un plaisir de vous avoir. Merci en tout cas à vous, Maître Benouédé Sankara. C'est un plaisir de vous avoir. Labidi Naba, merci d'être passé. Merci aussi à Simon Kaboré. Et comme on le dit toujours au JDS, le débat, lui, peut se poursuivre là où vous êtes. Nous le posons et essayons donc d'apporter nos décryptages à ces éléments-là. Et on espère donc pouvoir aussi se retrouver ainsi dimanche prochain pour d'autres sujets avec toujours des invités. Et d'ici là, le souhait, portons-nous bien. Merci.